Bonjour à tous les amis de la littérature et bienvenue dans l'épisode numéro 74 de l'alchimie d'un roman. Une série où l'on déguste ensemble les savants mélanges qui sont les secrets des plus grands écrivains. Et aujourd'hui, il est un domaine de la littérature, parfois un rayon entier chez votre libraire, qu'il nous faut enfin explorer. Car au rayon polar, depuis quelques années, on a vu apparaître des noms imprononçables qui nous ont fait sourire, qui nous ont intrigués, et puis qui nous ont passionnés, car depuis quelques années, nous avons découvert le polar scandinave. Et quoi ? Il suffirait d'écrire des polars sous la neige avec des trémas et des hauts barrets pour créer un nouveau genre littéraire ? Non, bien sûr, c'est bien plus profond que ça. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode consacré à un chef-d'œuvre du genre, La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg. Un roman qui nous permettra de nous plonger dans l'alchimie particulière du polar scandinave, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Bon, inutile de vous dire qu'on va parler polar, donc on va parler enquête, on va même discuter du nom de l'assassin. Alors si vous n'avez pas lu La Princesse des Glaces et que vous ne voulez pas que je vous gâche l'enquête, eh bien, allez voir ailleurs, le temps de lire les 500 pages. Mon but, comme toujours, c'est d'analyser ce roman et non pas d'en faire la pub, je vous aurais prévenu. Alors, on y va et on résume La Princesse des Glaces en 1 minute chrono. La Princesse des Glaces, c'est Alexandra Karlgren, retrouvée morte dans sa baignoire, les 2 poignets tranchés, mais dans sa baignoire gelée. Elle a passé 1 semaine dans cet état avant qu'on la retrouve, 1 semaine pendant laquelle Anders Nilsson, un artiste clochard, est venu visiter son cadavre. Malheureusement, il a un alibi, ce n'est donc pas lui l'assassin, mais quand même, il couchait avec elle alors que tout les séparait, un peu comme La Belle et la Bête, et puis on découvre que la morte était enceinte, mais ni de son mari, ni d'Anders. Les mystères s'empilent, et c'est Erika Falk, une amie d'enfance, romancière, qui s'attaquera à l'enquête en parallèle de Patrick Edstrom, son petit ami, un policier. Bref, j'arrête le chrono, ça c'est le teaser, la 4e de couverture. L'enquête telle qu'on la découvre, page après page, dans le sens de la lecture. La Princesse des Glaces est une enquête policière très classique. Et très classiquement, depuis l'époque d'Agatha Christie, une enquête policière se construit à l'envers. L'auteur part d'une histoire raisonnablement compliquée qui mène les personnages jusqu'au meurtre. Mais nous, lecteurs, nous démarrons le récit par la fin, au moment où on découvre la victime. Et puis, aux côtés des enquêteurs, d'indices en mystère en passant par des fausses pistes, on reconstitue l'histoire par petits morceaux, comme un puzzle. Et donc, en 1 minute chrono, voyons maintenant la véritable histoire, celle que le lecteur mettra 500 pages à reconstruire. Alexandra Karlgren a 12 ans. Elle est une enfant brillante et pleine de vie, mais elle tombe dans les pattes de Nils Lorenz, un prof pédophile qui abuse d'elle ainsi que de 2 autres enfants, Anders et Jan. Alexandra est violée et elle tombe enceinte à l'âge de 12 ans. Ses parents, effrayés par le scandale, l'emmènent en Suisse où elle accouche loin des regards. À son retour en Suède, elle est brisée et elle passe sa vie à se reconstruire lentement. Ses parents lui trouvent un mari, Henrik, qu'elle n'aime pas vraiment. Après des années, finalement, elle tombe amoureuse de Dan. Avec lui, elle veut un enfant, mais il est marié et ça se passe mal. En plus, elle traîne avec Anders, devenu clochard et qui ne s'est jamais, lui non plus, remis des viols. Alexandra et Anders, dans l'impasse, décident que c'en est assez et qu'il faut tout dire. Dénoncer Nils, le coupable, qu'ils ont tué quand ils étaient enfants et que personne n'a jamais retrouvé. Vera, la mère d'Anders, ne veut pas de cette vérité qui les replongera tous dans le cauchemar et elle préfère tuer Alexandra sur un coup de tête pour étouffer l'affaire. On la retrouvera dans sa baignoire gelée, la première scène du roman, le tout début de l'enquête. Bon, c'est plutôt bien trouvé, et on comprend qu'on va mettre un temps fou à déterrer toute cette histoire, indice après indice, et c'est ce qui fait un bon polar. Mais en quoi le fait qu'il soit scandinave y change quoi que ce soit ? D'abord, évidemment, parce qu'il se déroule en Suède. En temps normal, elle se serait réjouie du soleil scintillant sur le bassin de Riddarfjärden quand elle le traversa sur le Västerbron. Il s'agit de la baie de Stockholm et d'un pont qui la traverse. Et c'est sûr que ça pose une ambiance, ce sont des lieux qu'en général on ne connaît pas, et ça crée un dépaysement inattendu. Toute l'histoire se déroule dans la petite ville côtière de Fjällbacka,
qui se trouve être la ville natale de Camilla Läckberg. Alors c'est bourré de détails de la vie quotidienne, en un mot, c'est exotique. Mais alors, si ce n'était que ça, chaque région du monde aurait son polar et son étagère à la librairie. Mais non, il y a bien quelque chose d'autre, spécifique au polar scandinave. Pour bien comprendre, il faut détailler un peu la structure de ce roman. La Princesse des Glaces est un roman de 500 pages, et pour remplir 500 pages avec une enquête policière, forcément, il faut un peu de matière. Il y a au moins 6 récits parallèles dans ce roman. D'abord, il y a les fondations, l'histoire fondamentale. Niels le pédophile viole 3 enfants, Alexandra, Anders et Jan, qui le tuent en retour. Alex tombe enceinte, elle a une fille Julia qui sera présentée comme sa sœur, et les parents de Niels, l'honorable famille Lorenz, décident d'adopter Jan, la propre victime de leur fils, sans doute pour se racheter. Mais bon, vous imaginez les dégâts psychologiques. Deuxième ligne de récit, l'enquête policière, c'est la ligne principale, celle qui fait la chronologie du roman. Erika et Patrick partent du cadavre et remontent les pistes, les indices, les interviews. Et peu à peu, ils reconstituent le puzzle. L'ordre de la narration n'est plus l'ordre des causes et des conséquences de la première ligne de récit, c'est un ordre un peu aléatoire, l'ordre dans lequel sont trouvés les indices. Troisième ligne de récit. Oui, mais il se trouve qu'Erika était une amie d'enfance d'Alexandra, la princesse des glaces. Et elle a un problème avec elle. Elle l'adorait, Alexandra était son modèle, solaire, rayonnante, et du jour au lendemain, elle a disparu, partie avec toute sa famille. À son retour, elle n'était plus la même. Connaissant le fond de l'histoire, on comprend parfaitement pourquoi ça s'est passé ainsi. Mais quand on lit le roman, ces 2 lignes de récit apparaissent comme 2 mystères complètement indépendants. Une enquête pour meurtre d'un côté et de l'autre, une affaire purement personnelle entre Erika et Alexandra. Quatrième ligne de récit, Erika habite la vieille maison familiale, mais ses parents sont morts et sa sœur Anna veut revendre la maison. En fait, elle y est poussée par son mari Lucas, un imbécile violent qui bat sa femme. Cinquième ligne de récit, Erika tombe amoureuse de Patrick, le policier en charge de l'affaire. Un ami d'enfance lui aussi. C'est une romance qui se déroule en parallèle de l'histoire policière. Et enfin, 6e ligne de récit, Erika est romancière et elle cherche le sujet de son prochain roman. Et pourquoi pas Alexandra et ses mystères? Et pourquoi pas un polar scandinave? Ok, une histoire tragique et compliquée, une enquête qui la reconstruit comme un puzzle par petits morceaux, on ajoute plusieurs lignes de récit parallèles pour enrichir la sauce et bingo, on a un polar à succès. Non, bien sûr, pas si simple. Parce que là où intervient le talent de Camilla Läckberg, c'est que toutes ces lignes résonnent entre elles, elles sont enchevêtrées. Le lien entre les 3 premières lignes est naturel et évident, même si, attention, lu dans l'ordre chronologique de l'enquête, le lecteur met 500 pages à comprendre ce fameux lien évident, puisque c'est la clé du meurtre. Et la romance. Déjà, le lien entre Erika et Patrick est une formidable bonne idée narrative, parce que, du coup, il y a 2 enquêteurs. L'enquête n'est donc pas un long monologue de pensée dans la tête d'un Hercule Poirot, ce sont des dialogues, des argumentaires, des prises de bec entre Erika et Patrick, perturbés en plus par le jeu de la séduction. Ajoutez à cela que l'ex-copain d'Erika s'appelle Dan, et c'est justement l'homme dont Alexandra était enceinte au moment de l'assassinat, tout se complique. Sans parler de l'histoire de la maison familiale, Anna, la sœur d'Erika, est battue par son mari, et elle essaye en permanence de recoller les morceaux. Du coup, elle veut vendre la maison familiale parce que c'est ce que veut son mari. Tout ce problème de maison est donc sous-tendu par le problème des apparences, le qu'en dira-t-on, surtout ne pas faire de vagues, repousser les problèmes sous le tapis. Et on comprendra que ce sont exactement les motivations qui ont mené au drame d'Alexandra, les parents Karlgren qui ne veulent pas du scandale d'une fille mère, Vera, la mère d'Anders, qui ne veut pas d'un fils violé. Voilà, tout se tient, chaque récit en éclaire un autre. La richesse de ce roman, ce n'est pas l'addition des récits, c'est leur intrication, c'est leur alchimie. Super tout ça, mais ça ne nous dit toujours pas en quoi la Scandinavie a changé la face du polar. Peut-être aurons-nous une solution en lorgnant du côté du style. Car passé la première surprise des noms exotiques, on est frappé par les images mémorables. Camilla Läckberg est la reine des tableaux impressionnants, spectaculaires, quasi fantastiques. Il y a bien sûr l'image initiale de la morte dans sa baignoire gelée. Il y a aussi le taudis du clochard Anders, dont les murs sont recouverts de ces tableaux colorés. Et ces descriptions ne sont pas seulement réservées aux personnages principaux.
Par exemple, Erika va interroger la voisine de la morte. Elle s'appelle Dagmar Petren, une vieille dame, dont l'appartement exigu est bourré de centaines de figurines du Père Noël. On imagine le tableau fantastique. Et c'est toujours comme ça, de personnage en personnage, on passe de tableau en tableau et c'est délicieux. Mais, et encore une fois, c'est tout le talent de Camilla Läckberg, ce n'est pas un effort gratuit. Elle ne fait pas cela pour le simple goût des scènes spectaculaires. Encore une fois, tout cela résonne avec le reste de l'histoire. Le style, les images renforcent le récit. Et comment ? Eh bien, parce que chaque lieu spectaculaire est toujours le reflet du personnage qui y vit. La vieille dame au Père Noël, Dagmar Petren, l'explique très bien elle-même. Les gens s'attendent à ce qu'on ait quelques grains de folie pour être intéressante, sinon on n'est qu'une petite vieille lugubre. Elle se moque bien des Pères Noël, c'est un calcul pour ne pas rester seule et maintenir une vie sociale. Et on comprend ainsi la profondeur de ce personnage. Dagmar est intelligente, elle aime les gens, mais elle ne se fait pas d'illusions. À son âge, il lui faut ce genre d'astuce pour attirer l'attention. Et voilà le point commun entre toutes ces inventions de Camilla Läckberg, la psychologie de ces personnages. On suit une enquête policière, oui d'accord, mais les deux enquêteurs sont amoureux l'un de l'autre sans vouloir se l'avouer, et l'ex-copain d'Erika est l'un des suspects majeurs, et sa famille étouffe le drame de sa sœur battue par son mari, comme la famille de la morte avait étouffé le viol de leur fille. Voilà le fil rouge. La signature de Camilla Läckberg et du polar scandinave, ce sont des histoires d'êtres humains avant d'être des enquêtes policières. Erika Falk l'exprime très clairement alors qu'elle essaye de cerner ce qu'elle veut écrire. Le matériel prenait de plus en plus la forme d'un polar, genre qui ne l'avait jamais attiré. C'étaient les gens, les relations entre eux et leur fond psychologique qui l'intéressaient. Et à son goût, la plupart des polars laissaient cela de côté pour privilégier les meurtres sanglants et les frissons dans le dos. C'est quasiment la devise du polar scandinave qu'elle exprime ainsi. Et voilà pourquoi on a le droit à 4 pages de description pour chaque témoin, même le plus insignifiant, pour chaque voisin, pour chaque passant. Läckberg prend le temps de nous décrire un morceau de sa vie. Et oui, au bout de centaines de pages, on finit même par oublier le polar et on prend plaisir à s'attarder sur la vie des gens. Alors, c'est donc aussi bête que ça ? Partant d'une belle enquête bien huilée, le génie du polar scandinave consisterait à l'enjoliver de 1000 portraits de 1000 personnages, hauts en couleur et bigrement intéressants ? Un peu, oui, car il faut quand même reconnaître que cette galerie de personnages sert l'intrigue et l'enquête. Si un auteur de polar ne prend le temps de décrire qu'un ou deux personnages, le lecteur comprend tout de suite que le coupable est l'un d'eux. Mettre tous les personnages sur un pied d'égalité, c'est noyer le poisson et ça met le lecteur dans les chaussures de l'enquêteur face à des dizaines de suspects tout aussi complexes les uns que les autres. Ok, tout cela est vrai. Mais s'arrêter là serait passer à côté de l'âme du polar scandinave, et qui est la psychologie. Une psychologie tellement importante que dans La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg, les personnages deviennent plus importants que l'enquête. Erika, la romancière, essaie de baliser son futur polar. Elle veut écrire quelque chose d'authentique, quelque chose qui essaierait de décrire pourquoi une personne pouvait commettre le pire des péchés, retirer la vie d'une autre personne. C'est bien sûr Camilla Läckberg qui parle par sa bouche, et c'est exactement cela, le polar scandinave, et en particulier le polar de Camilla Läckberg. Peu importe les armes du crime sophistiquées, les alibis en or et les meurtriers de génie, ce n'est pas la technique du crime ni celle de l'enquête qui intéresse Läckberg, c'est le mystère psychologique de ce qui peut pousser un être humain à en tuer un autre. Quand Erika et Patrick démasquent Vera, la meurtrière, la mère d'Anders, ils découvrent la véritable raison de son crime. Son fils Anders s'est fait violer à l'âge de 12 ans. Elle a étouffé l'affaire, elle lui a appris à ne plus jamais en parler, il s'est enfoncé dans l'alcoolisme, il est devenu un clochard, une épave, et au moment où Alexandra menace de dévoiler l'affaire, 20 ans plus tard, Vera la tue dans un instant de panique. Pourquoi ? Pour pas que ça se sache ? Non, pour ne pas s'avouer à elle-même que par son silence et la peur du scandale, elle a gâché la vie de son propre fils. Parce que dans son univers, le viol passé n'existait plus et elle s'était construit un confort psychologique, une armure interne qu'Alexandra venait de briser. C'est subtil, c'est tellement réel, c'est un sentiment compliqué que Läckberg nous apprend à comprendre au long de 500 pages et le reste n'a pas d'importance.
Et voilà pour le polar scandinave, j'espère que vous avez apprécié, et si c'est le cas, heureux vénard, il y a 73 autres épisodes qui vous attendent sur ma chaîne, 73 romans de 73 auteurs différents et que j'analyse à ma manière alchimique. Et si ces auteurs vous inspirent et que vous voulez pourquoi pas vous lancer dans l'écriture d'un roman, je vous invite à aller voir mon autre série, L'alchimie de l'écriture, où j'aborde les grands sujets et les petits problèmes qui jalonnent la vie d'un romancier. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, et si vous voulez me donner un coup de pouce et m'aider à réaliser mes vidéos, vous pouvez vous rendre sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description, et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont déjà aidé. Votre soutien m'est très important, et sachez que vos gestes m'aident réellement à continuer ce grand projet qu'est l'alchimie d'un roman. Voilà. Il me reste à vous souhaiter de belles journées et de belles lectures. Portez-vous bien et à la prochaine fois.